Produit par Binge Audio. Si je vous dis de fermer les yeux et d'imaginer un pauvre, vous pensez probablement à un homme d'âge moyen, vivant dans la rue, sans emploi, parce que c'est comme ça qu'on représente la pauvreté. Pourtant, ce n'est qu'un seul des visages de la pauvreté, et à vrai dire, même pas le plus courant. À Pantin, pendant la distribution alimentaire du Secours populaire, j'ai surtout vu des mères de famille, souvent seules, mais aussi des retraités et des jeunes qui sont arrivés en masse depuis la crise du Covid. Vous venez depuis quand ? Ça va 1 mois et demi, parce que j'ai des difficultés financières, des difficultés parce que je ne travaille pas maintenant, j'ai perdu mon boulot. C'est ça, j'ai 4 enfants, donc ça m'aide beaucoup. C'est ça. C'est bien pour moi et mes enfants. Vous êtes seule chez vous ? Oui, je suis toute seule. Depuis quand vous venez au Secours populaire ? Depuis, je suis arrivée ici à Pantin, ça fait depuis 2016, ouais. Et pourquoi vous venez alors ? Parce que des fois, on a un manque de trucs alimentaires, ça nous permet d'avoir plus de trucs à la maison aussi. En plus, il y a des priorités pour des vacances pour les enfants, c'est bien, oui. Chaque vacances de l'automne, l'hiver, ils font des sorties comme ça pour les enfants, pour les familles, c'est bien. Et ça fait 2 ans, j'ai fait une sortie à l'île d'Oléron avec eux, c'était super, ouais. Si je suis dans le besoin, c'est pour j'ai 3 enfants, c'est obligé. Non, c'est pour ça. Ouais, travaille pas, non. Même mon mari, il fait des petits boulots, mais pas vraiment, pas tout le temps. Ouais. Vous avez l'impression que l'État, le gouvernement vous aide ou pas du tout ? Bien sûr, si il permet à des associations comme ça d'ouvrir, de laisser des gens venir récupérer des trucs alimentaires, je pense que oui. Ouais. On se fait des idées sur les pauvres. Ça, on l'a vu dans le premier épisode. Mais en fait, on ne sait souvent pas qui sont celles et ceux que ça concerne, ni combien de personnes ça représente en France. Petit rappel statistique. Pour ça, je suis allée à Tours, à l'Observatoire des inégalités, voir Anne Brunner. Elle est directrice d'études et elle a co-dirigé les derniers rapports sur la pauvreté et sur les inégalités en France. Pour donner un peu les grandes tendances en termes d'évolution de la pauvreté, je pourrais commencer par dire que leur nombre augmente. Aujourd'hui, il y a 5,3 millions de personnes qui sont comptées comme pauvres si on prend un seuil de pauvreté qui est fixé à 885 € par mois après impôts et prestations sociales. Ça veut dire que dans notre pays, il y a 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 885 €, parfois beaucoup moins, et puis parfois juste un petit peu moins. En tout cas, elles sont toutes situées sous le seuil de pauvreté. Et ce nombre, nous, ce qu'on constate depuis une quinzaine d'années, c'est qu'il progresse. La pauvreté, elle s'étend dans le pays, pas seulement parce que la population générale augmente, mais elle s'étend aussi en proportion. Il y a de plus en plus de personnes qui sont pauvres. Alors, de façon générale, la pauvreté, elle touche pas tout le monde de la même manière. Il y a vraiment des catégories qui en sont largement protégées, et puis d'autres catégories qui sont beaucoup plus touchées. Le fait d'être ouvrier, employé, ça expose beaucoup plus que si, par exemple, on est cadre supérieur. Il y a 60% des personnes pauvres qui sont employés et ouvriers. C'est nettement plus que leur part dans la population. Et surtout, il y a 80% des personnes pauvres qui ont atteint au mieux le bac.
Donc là, vous voyez que le diplôme, il a vraiment un rôle de fracture sociale. C'est à travers le diplôme qu'on va repérer la principale fracture sociale. Le fait d'être peu diplômé, ça expose plus fortement à la pauvreté que lorsqu'on a un diplôme de l'enseignement supérieur. Il existe évidemment des personnes pauvres parmi les bac plus 3, même les bac plus 5. On va en trouver, on va en compter. Ce nombre n'est pas négligeable. Mais le fait d'être diplômé, globalement, ça protège quand même. Et puis, la situation par rapport au travail aussi compte beaucoup. Parmi les chômeurs, étant donné le faible niveau d'indemnisation qu'on a en France pour le chômage, on va trouver 1 personne sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors que chez les salariés, il n'y a que 4% des salariés qui sont pauvres. Et puis, il y a un phénomène qui, lui, augmente, s'étend dans la population, c'est le fait de vivre seul avec des enfants. Ce sont les familles monoparentales, alors ça concerne en grande majorité des femmes, seules avec des enfants. Et là aussi, c'est une configuration familiale qui est surreprésentée parmi les familles pauvres. Il y a 1/4 des personnes pauvres qui vivent dans des familles monoparentales. Et ça, c'est beaucoup plus que leur part dans la population générale. Et puis le critère majeur également que je n'ai pas encore évoqué pour donner un peu ce portrait social et démographique des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est l'âge. Aujourd'hui, plus on est jeune et plus on est exposé à la pauvreté, et plus on avance en âge et plus ce risque se réduit. C'est un grand changement par rapport aux années 1970, par exemple, le fait d'être âgé, exposé fortement à la pauvreté. Aujourd'hui, ça c'est une tendance nouvelle et ça s'aggrave. Donc on sait qu'il y a 1 personne sur 3 parmi les personnes pauvres qui a moins de 30 ans. Donc voilà un peu l'ampleur, moins de 30 ans, l'ampleur de la jeunesse. Mais à l'intérieur de ces moins de 30 ans, on va trouver 2 situations extrêmement différentes. D'un côté, les enfants, les mineurs, ceux qu'on va compter comme pauvres. Parce qu'en réalité, c'est pas leur revenu qui les rendent pauvres, ils sont pas pauvres par eux-mêmes. On dit souvent à l'Observatoire des inégalités qu'il n'y a pas d'enfants pauvres, il y a des enfants de pauvres. Ce qui les rend pauvres, c'est la situation de leurs parents. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point est celui qui augmente le plus et qui est sans doute le sujet sur lequel on voudrait alerter. Nous, en ce moment, à l'Observatoire des inégalités, c'est la situation des jeunes adultes. Alors, ce qu'on voit, c'est que d'une part, les 18-29 ans, ils sont, premièrement, ils sont les plus exposés à la pauvreté. C'est chez eux qu'on va trouver le taux de pauvreté, le risque d'être pauvre qui est le plus élevé. Deuxièmement, c'est chez eux aussi qu'on va trouver l'augmentation de la pauvreté la plus importante. Ensuite, ils sont les plus exposés à ce qui se passe sur le plan économique, qui est une crise majeure depuis un peu plus d'1 an. Et puis enfin, ils sont les moins bien protégés, parce que ils ont jusqu'à 25 ans en tout cas. Il y a des efforts qui ont été débloqués par le gouvernement récemment, mais ça reste encore très loin d'un minimum social. Donc jusqu'à 25 ans, on est renvoyé à la solidarité familiale. Et ces jeunes qui sont peu diplômés, bien souvent, ils appartiennent à des milieux eux-mêmes défavorisés, où les parents ne sont pas en mesure de les aider et ils sont abandonnés pour un certain nombre d'entre eux à la misère ou à l'aide qu'il faut aller grappiller pour être logé, pour trouver un job, dans une situation où l'emploi manque et où toute une partie de la jeunesse est laissée à elle-même dans cette situation en termes de revenus. Donc, on est pauvre quand on passe sous le seuil de pauvreté. Ça, d'accord. Mais est-ce qu'être pauvre, c'est seulement un statut économique ? Une grande partie de la pauvreté est héréditaire. C'est-à-dire, on est pauvre beaucoup plus que ne le devient. Denis Colombi, sociologue. Alors, on top à la pauvreté et on en sort aussi statistiquement, mais lorsqu'on dit ça, fait on regarde par rapport au seuil de pauvreté. C'est-à-dire, effectivement, on a chaque année des personnes qui topent sous le seuil de pauvreté et d'autres qui en sortent. Mais la position sociale que l'on va occuper plus généralement, alors on peut avoir des améliorations de sa situation économique,
Mais il y a quand même tes formes de reproduction sociale. La majorité des ouvriers sont fils d'ouvriers, la majorité des employés, enfin une grande partie des employés sont fils d'employés. Il y a une forme de reproduction sociale, ce qui fait que c'est pas lié à une distribution qui serait entièrement juste et méritocratique. Et puis même au-delà de cela, c'est une autre question, si c'était juste et méritocratique, est-ce que ça justifierait l'existence de la pauvreté ? Si je me retrouvais ça s'emploie, ça diplôme simplement parce que je l'ai mérité, parce que je n'ai pas travaillé à l'école ou quoi, est-ce que ça justifie pour autant que je suis pauvre ? Ça, c'est une question de justice sociale, question philosophique, mais qui mérite d'être posée. Et d'autre part, l'autre partie de ma réponse sur pourquoi on n'est pas pauvre parce qu'on a fait quelque chose, c'est parce qu'en fait, une fois de plus, c'est la pauvreté qui fait agir d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas épargner ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se lasser dans une formation ? Pourquoi on ne peut pas suivre tes études et pas souvent simplement parce qu'on est pauvre, ou parce qu'on l'a été, ou parce que nos parents l'ont été ? La pauvreté est une situation qui est affermate. Il est difficile d'en sortir. Il ne suffit pas de se dire « Ah, si j'étais pauvre, je pourrais épargner, je mettrais de côté, je ferais des efforts, je me priverais. » Et puis, je sortirais, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on a 80 € qui restent par mois, et une fois de plus, c'est une moyenne, il y a déjà qui par mois, vous pouvez toujours épargner ça, mais ça ne nous fera pas sortir de la pauvreté de toute façon. Lorsque on est contraint de chercher à permanence un emploi, parce qu'on est sur des emplois précaires, on ne peut pas se lasser dans une formation pour s'en sortir. On est contraint aussi d'adopter des stratégies de gestion de la pauvreté qui sortent d'un point de vue extérieur, principe, mais qui le sortent à leur regard de l'intérieur. Par exemple, pourquoi les personnes en situation de pauvreté ou de précarité reçoivent des revenus ? Ils dépassent tout à tout. Ils vont au supermarché, ils s'achètent le maximum. Au lieu de faire comme le voudrait un peu le mode de gestion de classe moyenne, classe supérieure dominant, on devrait faire une colonne de revenus, une colonne de dépenses, essayer d'équilibrer ça sur un mois et épargner, etc. Non, généralement, ils vont tout dépasser tout à tout. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? En fait, parce qu'ils sont rationnels, c'est la meilleure façon de gérer tes revenus incertains et faibles. Si vous ne dépassez pas l'argent immédiatement, si vous le cartez sur un compte à patch, peut-être une facture que vous savez oublier, peut-être qu'un agio parce que vous savez été à tête ouverte, peut-être qu'un frais patcher, peut-être qu'un PV, peut-être que quelque chose va le prendre. Et ça va vous matcher pour tout et vous ne pourrez pas l'épargner. Donc, il vaut mieux aller tout dépasser tout de suite, le plus rapidement possible, quitte à stocker, mais à stocker sous forme de nourriture sur un congélateur, sous forme de biens, sous forme de boîtes de conserve ou de choses comme ça. Ça, c'est la sociologue Anna Pera-Heredia qui l'a montré, qui décrit ce stockage comme une forme d'épargne populaire qui passe complètement sous les radars du retard de classe moyenne supérieure qu'on peut avoir sur la gestion de l'argent. C'est très important. Et donc, en fait, c'est un mode de gestion qui est complètement rationnel, qui effectivement ne va pas permettre la sortie de la pauvreté. Mais parce qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir facilement, sauf à des privations immenses pour un côté très incertain. Ça permet de comprendre d'autres choses. Tu reproches aux pauvres pourquoi est-ce qu'ils consomment des produits gras, salés, sucrés, et l'obésité est donc une maladie de pauvre. Parce que lorsque vous devez stocker de la nourriture, c'est plus simple d'acheter tes produits transformés, tes conserves, les fruits, les légumes frais, ça se stocke beaucoup moins bien. Pourquoi les pauvres fument ou consomment de l'alcool ? Parce que souvent, c'est l'une des rares choses qui leur reste un plaisir qui soit facilement accessible. C'est des moyens de gérer la difficulté de l'existence, de coupler ta vie telle qu'elle se trouve lorsqu'on est au chômage, de rester dans tes relations de sociabilité, payer sa tournée au bistrot ou échacher tes cigarettes, c'est un moyen de rester à contact avec les autres. Tout ça sont des modes de consommation qui sont parfaitement rationnels lorsqu'on est dans une situation de pauvreté et qui sont imposés par la pauvreté. Donc, ce n'est pas ce que font les pauvres qui comptent, c'est la pauvreté qui leur impose. Ce que j'essaye de te montrer dans mon livre sur la base des sagettes de sociologie, c'est que si on était, vous et moi, en situation de pauvreté, on agirait probablement de la même façon. Parce que c'est la pauvreté qui impose ça, c'est la situation qui impose ça, c'est pas la personnalité des individus. C'est pas ça qui compte. Il y a ça tout déjà parmi les pauvres qui sont
ont une faible moralité, qui sont paresseux, qui n'aiment pas travailler, des choses comme ça. Il y en a aussi beaucoup chez les riches. Il y en a un peu partout. C'est pas la personnalité ici qui va compter, c'est vraiment la situation dans laquelle on va se trouver. Donc il faut déplacer le regard des pauvres vers la pauvreté. C'est elle qui pose problème, c'est elle qu'il faut interroger. Pour être considéré comme pauvre, il faut donc à la fois être dans une certaine situation économique, mais aussi sociale. Mais même en prenant ça en compte, il y a des disparités au sein des personnes pauvres. Et ça m'a rappelé ma discussion avec Michel Pouzel, qui m'a expliqué qu'il y avait tout un tas d'échelles à la pauvreté. D'abord, il n'y a pas un pauvre, il y a des pauvretés. Et plus nous avançons, notamment depuis le début du XXIe siècle, on voit vraiment qu'il y a des pauvretés très différentes. Il y a des pauvretés récurrentes. En France, on est dans un pays où il faut encore 7 générations pour sortir de la pauvreté, quand on y est. Donc c'est les chiffres de l'OCDE, c'est pas c'est des choses, voilà. Et on voit bien que la pauvreté n'est pas la même quand vous êtes un Rome qui est fuyé votre pays parce que les conditions de vie sont extrêmement difficiles et que vous vivez dans des conditions toujours extrêmement difficiles ici, où vous êtes un SDF classique entre guillemets, où vous êtes dans la pauvreté récurrente, c'est-à-dire les familles, souvent des familles monoparentales qui vivent avec des aides sociales, etc., les associations, etc. Donc il y a plusieurs types de pauvreté. Pourquoi on les déteste ? Parce que je crois que les gens, de plus en plus, ont un double sentiment. On fait croire qu'on fait beaucoup de choses pour les pauvres, que franchement, c'est quand même formidable d'être pauvre aujourd'hui, parce que c'est moins fatigant d'aller travailler, avec toutes les aides que vous allez pouvoir vous en sortir très facilement. Et il y a toute une partie de la population qui pense qu'on fait beaucoup pour donc les plus fragiles, et que eux qui sont quand même dans une situation pas stable, dangereuse, où ils pensent qu'il peut y avoir un décrochement ou un déclassement social, on fait rien pour eux. C'est-à-dire que, en gros, ce sont souvent des catégories moyennes basses qui sont endettés pour acheter une maison, qui ont pour payer les études des mômes, qui se sont éloignés des grandes métropoles pour vivre un peu mieux, mais qui ont des problèmes de transport pour aller travailler. Et ces gens-là ont l'impression qu'on fait rien pour eux. Ils voient jamais de politique autour d'eux, si ce n'est au moment des élections. D'ailleurs, ils votent pas. On l'a vu encore ces jours-ci. Et ils ont l'impression qu'on fait rien pour eux et qu'on fait tout pour ceux qui sont juste dans la catégorie en dessous. Donc on trouve une victime dans la catégorie en dessous. Et puis il y a plein d'idées fausses qui circulent, quoi. Il y a plein d'idées fausses qui circulent. L'idée que la pauvreté, quand on est pauvre, on est un peu responsable. C'est quand même une grande idée qui circule tout le temps, que si on est dans cette situation-là, on l'a bien cherché. Que si on veut, on peut. Donc ce serait le miracle. Il suffirait de vouloir sortir de la pauvreté pour en sortir. Si c'était aussi simple, moi je connais peu de gens qui vivent, j'en connais pas d'ailleurs, qui vivent au RSA et qui ont des fins de mois qui commencent le 5, qui à partir du 20 savent pas comment ils vont faire bouffer leurs enfants s'il n'y a pas les Restos du Cœur, le Secours Pop, voilà. Je connais personne qui a envie de vivre cette vie-là, enfin vraiment, et d'y rester. Tous ceux que je connais, ils cherchent un boulot, ils cherchent à améliorer leurs conditions de vie, ils cherchent à ce que leurs enfants puissent aller en vacances, ils cherchent, voilà, la vie, une vie classique. Donc il y a toutes ces idées qu'on serait mieux dans la pauvreté, que si on y est, c'est un peu qu'on a cherché, que la société, franchement, est trop gentille avec ces gens-là, et qu'il faudrait les booster un peu. Donc ça, c'est les grandes idées. Et en même temps, je vous dis ça, mais en même temps, je suis à peu près sûr que les gens, quand ils connaissent quelqu'un autour d'eux, qui est dans une grande difficulté, ils sont pas si méchants que ça. C'est-à-dire que, pour le coup, leur jugement, c'est toujours l'autre, quoi. C'est le pauvre qu'on connaît pas qui est le pire. Celui qu'on connaît, finalement, il y en a quand même quelques-uns qui méritent qu'on les aide. Voilà, je crois que c'est un peu ça l'ambiguïté de ça. Maintenant, il y a une vraie fracture dans le pays là-dessus, quoi, sur cette pauvreté. Et puis il y a une hiérarchisation des pauvres qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, le pire, c'est le migrant. Le migrant, c'est celui qui traverse la Méditerranée. Alors, c'est celui qui vient en général pour des conditions les plus difficiles, les plus terribles. Alors ça, c'est le pire. Celui qui est juste au-dessus ou à peu près au même, c'est le Rome. Les Roms sont par nature des délinquants, etc., etc. C'est des nomades. Alors c'est pas vrai. Le peuple Rome n'est pas un peuple nomade. C'est un peuple qui fuit. Les Tziganes sont nomades, mais pas les Roms. Les Roms sont des sédentaires a priori, mais qui fuient d'un endroit à l'autre, donc ils deviennent nomades. Alors du coup, c'est ce que me disaient certains, c'est nos SDF dans la rue deviennent, c'est presque nos bons SDF.
par rapport à cela. Donc chaque fois qu'il y a une nouvelle catégorie de pauvres qui intervient, les autres sont considérés un petit peu mieux. Voilà. Et puis vous avez donc vous voyez, tout ça c'est très 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 ambigu. Et puis il y a ceux qu'on estime formidables parce qu'ils cherchent quand même du travail, etc. Ce qui est en réalité, ce qui est dans ce que je disais tout à l'heure, la majorité des cas, la réalité des gens qui cherchent du boulot, qui cherchent à s'en sortir, etc. Donc il y a cette hiérarchisation aussi des pauvretés qui est en train de se faire. Et puis l'idée que tout ça coûte très cher. L'idée que tout ça coûte très cher à la société, sans se rendre compte que la pauvreté coûte beaucoup plus cher que les aides pour en sortir. Pas simplement parce que ça coûte, mais parce que les gens qui sont dans la pauvreté passent leur vie à gérer des problèmes qui n'en sont pas pour la plupart des gens, et que toute leur propre richesse ne peut pas s'exprimer dans la société. Et donc la société n'en bénéficie pas. C'est un vrai concept qui a un peu de mal à passer, mais je pense que c'est la clé du problème. Le jour où les gens comprendront, alors moi c'est ce que j'essaie de faire en témoignant, qu'un individu n'est pas simplement résumé à sa position dans la production de richesse ou sa position sociale, qu'il est bien plus que ça, qu'il apporte bien plus à la société, à son environnement, que cette place dans l'appareil de production et de production de richesse. Quand on aura commencé à avancer là-dessus, alors là on dira bon, faut arrêter avec ces conneries, il faut arrêter de considérer le pauvre comme un ennemi potentiel, comme un problème, mais peut-être comme une part de la solution. Et à partir de là, on renversera, j'espère, on commencera à renverser des processus pour démonter un peu cette situation-là. Il y a quand même un élément qui continue à me poser question. 1 million de personnes en situation de précarité travaillent. Pourtant, je me suis toujours dit que du moment qu'on avait un emploi, on s'en sortait. Alors, naïvement, j'ai demandé à Anne Brunner de l'Observatoire des inégalités comment ça se faisait qu'on pouvait être pauvre, même avec un travail régulier. Alors, ce qu'on voit, c'est que parmi les personnes pauvres, il y en a à peu près 1 million qui travaillent. Alors, comment l'expliquer ? Ça paraît bizarre dans un pays où il y a le SMIC. Je vous disais tout à l'heure, le seuil de pauvreté qu'on regarde, nous, le plus souvent à l'Observatoire, il y en a plusieurs, mais celui qu'on regarde le plus souvent, il est fixé à 885 €. C'est la moitié du niveau de vie médian, du milieu de la société. C'est comme ça qu'on détermine statistiquement si quelqu'un est pauvre ou pas. Alors, étant donné que le SMIC est bien au-dessus de ce seuil de pauvreté, qu'en plus il peut être complété par une prime d'activité, on peut se demander comment il se fait que dans notre pays, il reste des personnes pauvres alors qu'elles travaillent. C'est lié à plusieurs phénomènes. En réalité, quand on regarde les bas salaires, eh bien, il y a une partie tout à fait conséquente, une fraction de la population qui travaille, qui en réalité ne travaille pas à plein temps sur toute l'année. C'est soit des personnes qui sont à temps partiel, et donc, même si elles gagnent le SMIC, le SMIC, il est garanti sur la base d'un SMIC horaire. Donc, quand on ne travaille pas à temps plein, on ne va pas avoir un SMIC complet, on va avoir une fraction de SMIC. Et puis, si en plus, on n'a pas travaillé toute l'année, parce qu'on arrive sur le marché du travail, parce qu'on est jeune, parce qu'on est dans un emploi précaire, donc sur l'année, on va travailler quelques mois, quelques semaines, parfois quelques jours. Quand on fait la photo statistiquement, on tombe sur quelqu'un qui travaille, mais si on lui demande ses revenus sur l'année qui précède, en fait, ces revenus vont pas forcément être à la hauteur du SMIC toute l'année. Donc ça, c'est le premier point. Il y a des bas salaires et en plus, il y a une précarisation grandissante sur le marché du travail avec de plus en plus, et ça c'est massif chez les jeunes travailleurs, de plus en plus, mais ça existe aussi chez les travailleurs plus âgés, de contrats précaires qui ne durent pas toute l'année et qui n'assurent pas un revenu stable sur toute l'année. Donc c'est le premier point, une conjonction de bas salaires et puis d'une précarisation grandissante sur le marché du travail. Le deuxième point, c'est aussi que la pauvreté, elle est mesurée au niveau de la famille, du ménage. Dans un logement, le statisticien de l'INSEE, il va regarder l'ensemble des personnes qui habitent dans un logement, il va regarder l'ensemble des revenus que touchent les adultes présents dans ce logement, et il va se demander si ça suffit ou pas pour vivre dignement.
Donc en fait, quand je vous parlais d'un niveau de vie de 885 €, il faut l'entendre pour une personne seule. Mais dès lors qu'il y a des enfants, un conjoint, en fait, on va relever ce seuil avec une clé qui tient compte, une clé de calcul qui tient compte du nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Et en fait, ce qu'on mesure avec la pauvreté du travail, c'est aussi le fait qu'il y a des familles dans lesquelles le revenu de la personne qui travaille ne suffit pas à faire vivre dignement son conjoint, ses enfants. Donc là, on va trouver massivement des familles nombreuses, des familles monoparentales, où la personne qui travaille, elle ne gagne pas assez, même si elle gagne le SMIC, admettons, sur un temps plein, mais ça suffit pas à faire vivre une famille avec peut-être un conjoint au chômage ou des enfants. Arrivé là, je commence à mieux comprendre comment fonctionne la précarité en France. Mais je me demande par contre s'il est possible de réellement la faire disparaître. Si les discours récurrents de lutte contre la pauvreté ont des chances d'aboutir sur quelque chose de concret. Et surtout, comment faire, à notre petite échelle individuelle, pour aider celles et ceux qui sont touchés par la pauvreté.